BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous. Pourquoi travailler? On peut se poser la question. Est-ce que c'est une grosse flemme? Est-ce que c'est une grosse fatigue? En tous les cas, les taux d'absentéisme n'ont jamais été aussi hauts, record encore historique. Pour en parler, pour essayer de comprendre ce qui s'est cassé, ce qui fait que le travail n'est plus notre valeur cardinale, j'ai demandé à Julia de Funès, philosophe du travail, si on peut dire, de nous rejoindre. Bonsoir Julia. Bonsoir Edwige. Merci, toujours un plaisir de vous accueillir. L'occasion était de prendre un petit peu, peut-être de distance par rapport à toutes ces statistiques et d'essayer de comprendre. Vous travaillez beaucoup sur cette question, vous faites beaucoup de conférences au sein des entreprises, pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. D'abord, est-ce que vous êtes surpris par ce taux d'absentéisme? Il y a une enquête ce matin d'AG2R La Mondiale, mais il y avait aussi il y a une quinzaine de jours, elles vont tous dans le même sens. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années que l'absentéisme croît, mais il y a différentes formes d'absentéisme. Il y a bien sûr l'absentéisme lié à des causes personnelles de santé, mais qui ne devrait pas croître celui-ci, parce qu'on est mieux soigné, on guérit plus vite, on a plus de médicaments. Donc ça, en temps normal, sauf pandémie évidemment, en temps normal, il ne devrait pas croître. Donc ça veut dire qu'il y a une autre forme d'absentéisme qu'en entreprise, on commence à appeler... Je ne sais pas pourquoi on utilise ce mot d'ailleurs, absentéisme de complaisance, qui ne veut pas dire grand-chose à mon avis. C'est plutôt un absentéisme de convenance personnelle. Et là, celui-ci croît énormément, c'est-à-dire qu'il y a un mal-être, un ennui, des choses comme ça dans les entreprises qui expliquent cet absentéisme. Donc non, je ne suis pas surprise, ça fait des années que ça ne fait que croître. Les arrêts de travail sont de plus en plus longue durée, ce ne sont pas des arrêts de travail courte durée. Oui, alors c'est quand même 4-7 jours, mais ça c'est lorsqu'il y avait le Covid, c'est quand même en général plutôt 3-4 jours. Et puis, il faut reconnaître, et là ça touche toutes les catégories, le vendredi reste le jour où il y a le plus d'absentéisme. Oui, mais je crois que c'est quand même plus structurel que ça. C'est pas simplement le vendredi après-midi ou le lundi matin. Et ça touche quand même un peu moins. Mais même, je sais que les chiffres montrent que les cadres sont touchés, mais ça, dans les hôpitaux, par exemple, ça touche énormément les aides-soignants, bien sûr, et moins que les médecins. Donc en fait, ça traduit quoi? C'est le symptôme d'une désaffection vis-à-vis du travail, des amours, c'est un peu trop fort, mais en tout cas une désacralisation du travail qui fait que le travail n'est plus du tout considéré comme quelque chose comme une finalité, comme quelque chose de sacré, mais comme on a un rapport beaucoup plus utilitaire à son travail. Et donc quand une convenance personnelle arrive et c'est plus pratique d'aller chercher ses enfants, et ben le travail passe après. Évidemment que le télétravail a joué aussi dans cette porosité entre vie pro et vie perso. Mais je crois qu'il y a un changement de place dans la vie des gens au sujet du travail. Voilà, maintenant le travail est rentré dans un mode vraiment très utilitaire et c'est plus du tout une valeur cardinale. C'est un peu comme si en fait il y avait, après le vrai Covid, il y avait un Covid long qui s'était installé. C'est frappant, les gens ils n'ont pas envie de revenir comme avant. C'est normal, ça a changé, il y a quand même des ruptures, mais je crois que ces moments d'incertitude, de crise, de rupture sont aussi des opportunités pour mieux repenser ce qui ne va pas. Et là on est en plein, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, je suis quotidiennement dans les entreprises, les managers, les entreprises se questionnent systématiquement, sont vraiment dans une prise de conscience. Donc ça peut être une opportunité, je nie pas les aspects catastrophiques de la période depuis la période Covid, mais néanmoins vous prenez toutes les grandes histoires humaines, que ce soit scientifiques, artistiques, de management, les plus grands progrès, les plus grandes innovations ont toujours été précédés d'un moment de rupture. Donc effectivement on est dans une phase de rupture, on se questionne et les choses ne seront plus comme avant, en tout cas au sujet de la place du travail, c'est clair. Alors, la rupture, elle a été... Où est la poule, où est l'œuf? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette rupture, elle est réelle aujourd'hui, on la vit tous les jours, enfin les entreprises la vivent tous les jours. Ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi justement cette valeur travail qui était au cœur de la société française, je le disais, valeur cardinale dans les années 60, on s'en souvient pas, non, mais enfin c'était le travail, c'est la santé, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est la santé? C'est le temps libre, c'est les loisirs, c'est le voyage. Et on a raison, c'était pas le travail, c'est pas la santé du tout. Et c'est pas... Attention à ce que vous dites. Oui, ça ne veut pas dire que le travail... Non, je suis très travailleuse et le travail est essentiel dans une vie. Mais c'est pas une valeur morale, c'est pas une valeur cardinale. On a vécu pendant des décennies sur ce modèle-là. Et là, les plus jeunes générations nous acculent à repenser complètement ce modèle. C'est pas une valeur pour vous, le travail? Alors,
attention. Intéressant. Intéressant, là on va ça, débattre. C'est pas une valeur morale. Pourquoi? 3 exemples. Vous savez, celui qui en parle le mieux, c'est André Comte-Sponville. Donc je vais répéter en moins bien ce qu'il va dire. Mais bon, je vais donner d'autres idées aussi. Mais en gros, une valeur morale, c'est ce qui vaut par elle-même. L'amour vaut par lui-même, la générosité vaut par elle-même. Le travail ne vaut pas par lui-même. On travaille toujours pour autre chose que le travail. On travaille pour gagner un salaire, pour nourrir ses enfants, pour se payer son appartement, etc. Donc c'est pas une finalité. Le travail n'est pas voulu pour lui-même. C'est toujours un moyen au service d'autre chose que lui-même. Deuxièmement, une valeur morale, on en veut toujours plus. On veut toujours plus d'amour, on veut toujours plus de justice, on veut toujours plus d'équité. Est-ce qu'on veut toujours plus travailler? La réaction sur la réforme des retraites nous a prouvé exactement l'inverse. On veut toujours de moins en moins travailler. Et deuxièmement, un petit truc, mais qui est facile à retenir, c'est qu'une valeur morale n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix, la justice n'a pas de prix. Vous prenez toutes les grandes valeurs morales, elles n'ont pas de prix. Le travail a un prix. Si on arrête de nous payer, est-ce qu'on travaillera? Bien sûr que non. Donc, dès que quelque chose a une activité a une valeur marchande, ça n'est pas une valeur morale. Donc rien, je ne veux pas faire trop de philo, mais rien que pour ces 3 arguments-là, on voit que le travail n'était pas une valeur. Mais en même temps, si vous écoutez Emmanuel Macron, si vous écoutez les gouvernants, je n'ai pas envie de dire pas les politiques, bien que Fabien Roussel, donc le leader du Parti communiste, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, a dit c'est une valeur le travail. En fait, on existe quand même par son travail. La première question qu'on pose à des gens, c'est qu'est-ce que vous faites? Et lorsqu'on voit ceux qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, eh ben, ils ont l'impression d'être exclus de la société. C'est là un peu tout le paradoxe. Il est absolument essentiel, mais il est essentiel comme moyen pour soit s'épanouir dans l'existence, se réaliser, trouver un salaire, avoir des collaborateurs sympas, être fier d'appartenir à une entreprise. Vous pouvez trouver toutes les finalités que vous voulez, mais aujourd'hui, c'est un moyen au service d'autres finalités que lui-même. Alors que pendant des années, il a été considéré comme une finalité en tant que telle. Réussir sa vie, c'était avoir un beau travail. Aujourd'hui, ça me fait rire parce qu'il y a quelques jours, j'étais au milieu de jeunes de 25 ans et quand on leur raconte la vie, pour dire t'as réussi toi, et ils nous disent pas t'as un beau job, c'est plus du tout ça, c'est tu vis toi. Tu vis, ça veut dire aujourd'hui égale la réussite. Donc vous voyez bien que la vie a pris le pas sur le travail et qu'il a complètement changé de place. Alors cette rupture a été provoquée par qui? Par les entreprises qui ne parlent plus que, en fait, pas du tout d'humain, mais on parle des tableaux Excel, de gains de productivité. Il y a beaucoup c'est ça, de profit. En fait, c'est là où est le divorce, les racines du divorce entre l'entreprise et ses salariés. C'est plurifactoriel. Je pense qu'il n'y a pas une seule cause, mais effectivement, la procédurisation, la mécanisation, ce qui fait qu'on a considéré les gens. Pourtant, les entreprises parlent d'humain depuis des décennies. On entend à chaque kick-off, on va mettre l'humain au cœur, on va mettre l'humain au centre. La plupart du temps, c'est du pipeau et c'est de la flûte. Pourquoi? Parce que justement, on ne cultive pas les qualités intrinsèquement humaines. Et surtout, à l'heure de l'intelligence artificielle, il est bon de miser sur ce qu'on a encore de spécifique. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, on n'aura rien de spécifique, mais la prise de risque... Le numérique, l'intelligence artificielle, c'est en train de nous expliquer que même les meilleurs cerveaux, ils sont bien moins bons. Regardez, parce que l'absentéisme, ça frappe beaucoup aussi. Ça, c'est une nouveauté. Les services, alors qu'avant, c'était pas le cas. Et vous prenez maintenant un jeune avocat, on lui dit, non, tu ne sers plus à grand-chose, parce que toutes les recherches que tu faisais, maintenant, j'appuie sur un bouton, ça va sortir. Oui, il ne sert plus à grand-chose s'il se met sur des rails procéduraux et mécanisés. Là, la machine fait bien mieux que nous. Mais, par exemple, pour cette capacité à prendre des risques, à être retrouver un potentiel d'action, être acteur de sa vie professionnelle, ça suppose de pouvoir prendre des risques, et ça, la machine est incapable. Les risques qu'elle prend aujourd'hui, dans 10 ans, j'en sais rien. Mais les risques qu'elle prend sont des risques intégrés dans ses algorithmes. Donc ce sont des faux risques. C'est pas une intelligence d'action au sens aristotélicien du terme, où ça consiste à se dire, c'est ça être intelligent humainement, c'est se dire parfois il y a moins de risques à en prendre un qu'à ne pas vouloir en prendre du tout. Ça, la machine est incapable, par exemple, mais il y a énormément de choses. La réflexivité sur ses propres actions, pouvoir répondre à la question du sens de ce qu'on fait, la machine, même l'IA forte, est incapable, ne se pose pas cette question, c'est pas du tout son sujet. Faire confiance, on parle sans cesse maintenant de confiance, de management par la confiance. La confiance est un pari sur l'inconnu. Je décide oui ou non de vous faire confiance, c'est pas de l'ordre du rationnel, de l'algorithmique, du cognitif. Donc ça aussi, c'est une qualité intrinsèquement humaine. Donc on a encore des choses à développer et mettre l'humain au cœur. Ce serait, je déteste cette expression, mais ça voudrait dire cultiver au moins ce qui fait notre spécificité. Alors en plus, il y a un phénomène un peu nouveau pour nous, c'est-à-dire que là, il y a des tensions sur les niveaux de recrutement. On voit bien, tout le monde cherche des talents, tout le monde cherche à recruter, enfin pas tout le monde, enfin talent, beaucoup d'entreprises. C'est aussi un peu énervant, tout le monde n'est pas un talent. Oui, ça, rien que le mot talent, on est reparti dans une espèce de course à la pression, quoi. Oui. Donc, mais là, il y a quand même 59%, toujours dans cette étude de la mondiale, qui dit 59%
des Français ont envie de changer de job. Oui. Donc, l'infidélité, qui était déjà un sport national, le devient pour le travail. Oui, c'est vrai, parce que je crois que la fidélité, l'appartenance à une entreprise est remplacée progressivement par une multiplicité d'expériences. On veut vivre une multiplicité d'expériences qui peut être tout à fait compréhensible dans une vie. Je n'ai pas envie aujourd'hui d'appartenir à une entreprise et de passer 25 ans. C'était une vertu, c'était considéré comme une qualité il y a quelques années encore. On était fidèle, on était quelqu'un de sérieux. Maintenant, on reste 20 ans dans une entreprise, on est quelqu'un de planqué ou de peu audacieux ou de paresseux éventuellement. Donc, ça ne veut pas dire que la fidélité n'existe Il n'y a plus de culture d'entreprise, c'est très frappant. Hein. Oui. Il peut y avoir de la fidélité à l'entreprise, mais s'il y a fidélité, c'est qu'elle convient à l'individu. J'y trouve mon compte ou pas. C'est plus une valeur, encore une fois, en tant que telle. Et la culture d'entreprise, vous avez raison. Moi, j'ai toujours critiqué, ça fait maintenant une quinzaine d'années, j'ai critiqué les valeurs de l'entreprise. Non pas que l'entreprise ne doit pas avoir de valeurs, mais incarner, oui. Mais les valeurs placardées dans les couloirs qui font travailler les RH pendant des mois à se dire quel grand beau mot on va bien pouvoir mettre pour fédérer tout le monde, ça ne fédère absolument personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois la culture d'entreprise. Ça ne motive et ça ne branche plus personne. Aujourd'hui, on est vraiment de manière structurelle dans une individualisation. Donc tout ce qui ne concerne pas, qui ne touche pas l'individu, ne fait pas vraiment sens. Ah, je sais bien que vous ne faites pas partie de ces négociations sur l'assurance chômage qui ont ouvert tout à l'heure et puis mais qui ont en même temps qui sont très corsetées. Hein. On voit que du reste, Elisabeth Borne que je recevais à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France, elle le disait bien. C'est voilà, c'est très cadré. Est-ce que vous pensez que si on durcit les conditions de l'assurance chômage, est-ce que ça peut faire revenir les 3 millions de Français qui n'ont pas envie qui ne travaillent pas, en tous les cas. Justement, certains disent qu'ils n'ont pas envie. Il y a un peu le droit à la paresse. D'autres qui disent, mais pas du tout. C'est vraiment, ils ne sont pas formés, ils sont déjà en dehors du circuit. En tous les cas, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est les 5%, le plein emploi. Là, on est à 7,1, je crois. Est-ce que vous pensez qu'il y a 2% de Français qui sont susceptibles de revenir si on leur coupe les assurances chômage? Écoutez, je me situe pas. Je caricature un peu. Hein. Je me situe pas dans des prédictions hasardeuses et je commande pas vraiment les décisions politiques. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue plus philosophique, on peut faire un parallèle. Vous savez, au XVIIIe siècle, Adam Smith ou Mandeville disaient que les vices privés conduisaient aux vertus publiques. Les crimes et les délits, c'est ce qui permet la justice. L'avarice va permettre l'épargne. L'envie va créer du commerce. Donc les vices privés conduisent aux vertus publiques. Je trouve qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et je vais atterrir sur le sujet des aides de l'assurance chômage. C'est-à-dire que notre pays, je trouve, souffre d'un trop plein de vertus, ce qui fait les aides sociales, notre système d'aide sociale très généreux, témoigne justement, marque un esprit très protecteur et fraternel. Heureusement qu'on aide les gens qui sont au chômage. C'est pas du tout ça qu'il faut remettre en question. Mais l'aide non contrôlée mène à l'assistanat. Quand je dis que les vertus se retournent en vice, si vous voulez, on pourrait l'appliquer à d'autres choses. L'égalité de droit, un principe démocratique, vire aujourd'hui à de l'égalitarisme et à du relativisme. Le principe de précaution, qui est incontestable dans son fondement, vire au précautionnisme aigu qui paralyse l'action. Donc vous voyez, toutes nos grandes vertus, tous nos bienfaits publics, s'ils ne sont pas contrôlés, limités et restreints, conduisent parfois à des vices. Et donc effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent travailler 6 mois et puis être au chômage parce qu'ils gagnent à peu près la même chose qu'un emploi. Ça me fait penser, vous savez, Emmanuel Macron était venu à Marseille, je ne sais plus, je crois que c'était au début de l'été, et sur le port de Marseille, il avait dit soit à la mère d'un jeune homme ou au jeune homme directement, je me souviens, la mère du jeune homme. Écoutez, si votre fils veut un emploi, je lui trouve tout de suite dans la journée sur le port. Le problème n'est pas de trouver un emploi, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout le monde sait qu'il y a un besoin d'emploi et toutes les entreprises ont des problèmes d'attractivité, de recrutement. Le problème, c'est désirer travailler quand on a un système d'aide comme ça. Donc il ne s'agit pas de critiquer les aides sociales du tout, évidemment qu'il en faut, mais il faut les contrôler, sinon ça mène à l'assistanat. Donc je crois qu'il faut avoir le courage de notre intégrité républicaine à un moment, mettre des limites pour que nos vertus soient maintenues. Sinon, effectivement, c'est très macroniste, ça, ce que vous dites. Non, pas du tout. C'est Mandeville et Adam Smith inversés. C'est plus philosophique que politique. Alors, il y a une conférence sociale là, qui est donc à mi-octobre. Tous les syndicats vont s'y rendre, a priori. En tous les cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que la grande question, on disait, c'est qu'il faut refidéliser les salariés, il faut recréer l'envie de travailler. Est-ce que c'est conférence sociale? On va parler rémunération, bien sûr, conditions de travail, éventuellement retraite.
qu'est-ce que, si vous en faisiez partie, si vous deviez en dresser l'agenda, quel serait-il? C'est toujours bien de faire des conférences sociales, d'écouter toutes les parties prenantes, ça c'est incontestable. Après, redonner envie, on ne peut pas créer un sentiment. Hein. Si j'aimerais bien donner envie à Brad Pitt de tomber amoureux de moi, ça ne va pas se faire comme ça. Si. Donc non, et je crois que l'entreprise vraiment à se re-questionner sur sa séduction. Au lieu de vouloir faire de la rétention, de la fidélité, j'y crois plus du tout. Pour moi, c'est mort. On l'a dit tout à l'heure, le sentiment d'appartenance, c'est terminé. Donc il faut que l'entreprise se rende suffisamment sexy, si j'utilise un vocabulaire plus amoureux, mais suffisamment séduisante et attractive pour attirer toutes les entreprises que je connais qui ont moins de problèmes d'attractivité, sont celles qui laissent à leurs collaborateurs de la liberté, de l'autonomie, la possibilité de contribuer à des projets qui excèdent même les objectifs purement corporate de l'entreprise. Donc je crois que l'entreprise a vraiment à se questionner, à faire un travail sur son attrait. Il faut se rendre séduisante pour. C'est un peu comme en amour. Si on essaye de retenir son amoureux, ça marche pas. On va tout checker, on va être absolument odieuse. Il vaut mieux être séduisante et se rendre un peu désirable pour le faire revenir. Et je crois que c'est à peu près la même chose avec les entreprises. On parlait juste avant cet entretien, Juliette Funès, de la rentrée scolaire à propos de vos filles. Oui. Vous leur apprenez quoi, là, vous qui travaillez là-dedans? Vous leur dites ensuite il faudra que tu travailles ou il faudra que tu t'épanouisses. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis rien, je leur dis qu'il faudra qu'elles soient très bonnes dans le domaine qu'elles choisissent. Évidemment, j'ai les mêmes paroles que celles que avaient mes parents. Mais en tout cas, plus de... Vous savez, il y avait une logique un peu très prépa dans les castes voilà, comme ça parisiennes. Moi, pas du tout. Non, j'essaye vraiment de faire en sorte qu'elles soient bien. Mais c'est facile à dire et je fais très mal les choses aussi. Et puis là, je vais rentrer, je vais demander à ma fille de faire une dictée. Vous voyez, je vais être pénible. Donc voilà, je suis un peu réac sur l'éducation de mes filles. Mais je crois plus que ça ce part soit... pas aussi, peut-être en conclusion, la phrase de conclusion, est-ce que le travail, il ne faut pas aussi le réenchanter? Écoutez, moi je crois que le travail vraiment a changé de statut et que l'enchantement est dans la vie et qu'il faut trouver un moyen de travailler qui nous permette de vivre le mieux possible. Donc on ne va pas tout focaliser sur le travail, il faut faire évidemment le plus possible et puis éventuellement choisir les meilleures voies pour avoir tous les moyens qu'il faut pour bien vivre. Mais le but c'est l'existence, le but c'est bien vivre et le travail n'est plus du tout cette finalité. Donc c'est ce que je dis à mes filles, mais j'espère qu'elles n'écoutent pas trop quand même parce que je nuance un peu à la maison. Merci beaucoup, Juliette Funès. Toujours un plaisir de vous avoir. Voilà, il faut se réinventer, se réenchanter, mais dans notre propre existence. Merci beaucoup.